TSMC va publier ses résultats financiers en date d'aujourd'hui. Dans tous les cas de figure, ils seront exceptionnels. Ça, c'est une certitude. Il y a même pas de débat par rapport à ça. Mais ce qui nous intéresse, c'est de savoir est-ce que TSMC détient un avantage concurrentiel. Vous allez me dire, bien sûr, bien évidemment, on est plutôt d'accord, vu les chiffres, etc. Mais c'est quoi le nom de l'avantage concurrentiel? Qu'est-ce qui vous permet d'affirmer cela? Est-ce que cet avantage concurrentiel est en expansion, en déclin, et quels peuvent être les risques de manière globale? Et pour répondre à cette question, on va utiliser un prompt de base de la bibliothèque de prompt de base que vous allez retrouver en description de la vidéo. Et c'est également l'occasion pour moi de vous mentionner que ce vendredi, à 20h, heure de Paris, nous allons avoir tendance à bâtir une thèse d'investissement uniquement en utilisant la bibliothèque de prompt de base. Donc, si ça vous intéresse, rejoignez-nous dans le groupe School. Alors, ce que je vais faire ici, c'est simple. Je vais sur Gemini, j'ai créé un gemme, etc., avec les instructions nécessaires, et j'ai juste collé le nom de la compagnie. Bim, badaboum, et il me donne l'information suivante, basée sur des éléments factuels, en respectant les instructions que je lui ai prescrites à la base. Maintenant, comme je l'ai dit, quand je commence à regarder ça, ce qui m'intéresse avant tout, et ça c'est pas avec l'avantage un avantage que je peux avoir, c'est de savoir à peu près quel type de mode je vais utiliser, quel type de mode pourrait être présent dans ce type d'entreprise, dépendamment de cette industrie. Et donc ça me permet aussi de savoir, ça me permet également d'avoir une idée générale de si on me raconte des conneries ou pas du tout. Donc ici, le mode est large. Et il est en croissance. Tout le monde dira ici que c'est évident. Sur la partie en croissance, vous devez également savoir pourquoi, etc. Donc ça peut être un autre débat parce que j'ai également un prompt qui nous permet de savoir pourquoi est-ce qu'il est en croissance, pourquoi est-ce qu'il est en décroissance, etc. Au-delà des chiffres même, parce que le plus important, beaucoup de gens ont tendance à s'arrêter. Oui, le ROIC, etc. Oui, le ROIC, c'est un élément contributeur. Mais des entreprises peuvent avoir des ROIC qui ne payent pas de mine, mais avec des modes de plus en plus en croissance. Faites attention. Je reviens toujours sur cette partie-là. Mais quand vous êtes débutant, etc., basez-vous sur le ROIC. C'est toujours un bon début. Okay? Ça vous permet d'éviter de trop réfléchir comme nous. Okay? Alors, mais au fur et à mesure que vous allez avancer, vous allez souvent vous rendre compte qu'une entreprise a de très beaux chiffres, de très belles marges, de très belles perspectives d'avenir, mais avec un ROIC très bas, tout simplement parce qu'on a peut-être fait une acquisition qui a changé les choses par le passé, mais qui a eu un impact au niveau de l'invested capital, qui est le dénominateur ici du ROIC. Quand vous regardez même d'ailleurs un ratio, s'il vous plaît, il est important de connaître exactement le calcul de la formule du ratio. Ça vous permettra de mieux interpréter les choses. Ça sera plus facile au niveau de l'interprétation. Donc ici, il me mentionne que TSMC contrôle le marché mondial des semi-conducteurs de pointe avec près de 70% de part de marché global en 2025. Donc l'expansion de ses dépenses d'investissement prévues de 60 à 64 milliards de dollars pour 2026 creuse un écart technologique et financier insurmontable pour ses rivaux directs. C'est-à-dire que si tu veux manger sur la même table que TSMC, il faut déjà avoir la capacité de dépenser au moins cette somme-là. Et ça, ce n'est pas juste pour 2026. Enfin, si on prend cumulé dans le temps ici, vous allez vous rendre compte que c'est une entreprise qui investit continuellement ici pour augmenter, pour améliorer ici ses process, augmenter ici ses capacités de production, même si elle freine des 4 fers en date d'aujourd'hui pour ne pas trop le faire. Elle peut littéralement doubler sa production si elle le voulait, mais elle ne le fait juste pas parce qu'elle sait ce que ça coûte de manière générale. Et une fois que tu augmentes les capacités, le prix va avoir tendance à être impacté. Bref, tu n'auras plus de pricing power de manière générale. Et donc, c'est une bonne stratégie que TSMC adopte en date d'aujourd'hui. Oui, vous allez me dire qu'il y a du Intel qui arrive, etc. Mais comme je dis toujours, ces usines-là sont très particulières. Ce n'est pas parce que vous avez dépensé 60 milliards que vous allez avoir tendance à produire. Attention, le yield est très important. Bref, ça peut être un autre débat. Donc ici, le mode va se retrouver au niveau des intangibles et au niveau des coûts de production. Le mode primaire. Alors, mais bien évidemment, on a un tout petit peu de switching cost. Pourquoi? Parce que TSM crée une dépendance technologique majeure auprès de ses clients concepteurs, donc les fabless, donc celles qui n'ont pas d'usine ici comme Apple ou Nvidia. La conception des puces modernes s'appuie directement sur la bibliothèque de propriété intellectuelle pré-vérifiée et les outils d'aide à la conception de la plateforme et de la plateforme OIP, donc Open Innovation Platform de TSMC. Vous savez, quand moi je lis tout ça,
je vais aller creuser c'est quoi OIP et comment est-ce que ça fonctionne. Les EDA, j'ai une idée générale. Notamment, on a fait l'analyse ici de Synopsys. Et je vous ai dit que cette entreprise, la Synopsys, Cadence, elles sont très bien positionnées dans la chaîne de valeur. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il fasse soleil, elles gagnent de l'argent. Elles sont incontournables, littéralement. On a tendance à les négliger. Bon, les actions ne popent pas en date d'aujourd'hui, etc. Mais faites attention à cette industrie-là. Elle peut littéralement augmenter ses prix et personne ne va broncher parce qu'il n'y a pas d'alternative. Enfin, ça dépend, mais ça, c'est un autre débat. Donc, je continue. Migrer la fabrication d'une puce complexe de TSMC vers un concurrent imposerait une réingénierie intégrale de l'architecture physique, des coûts de conception de plusieurs centaines de millions de dollars et un risque élevé de rater les fenêtres de commercialisation ou de subir des baisses de rendement de production. Et le terme rendement de production ici va s'adresser surtout à Intel. Elle n'a pas encore montré qu'elle est capable de le faire avec une aussi grande échelle que ce que TSMC fait aujourd'hui. Mais bon, ça pourrait arriver, il ne faut pas négliger cela. Mais cette compagnie travaille main dans la main avec ses clients. OK? Et ces clients vont avoir tendance à adapter l'ingénierie de leur puce par rapport aux spécificités ici des différentes usines de TSMC. Donc, de toute façon, on travaille ensemble. OK? Donc, pour ça, il vous justifie ça avec certains éléments, etc. Je vous laisse aller lire ça ici. Le taux de fidélité des clients de 82% à l'échelle globale, s'élevant à 89%, spécifiquement dans le secteur dans le secteur des semi-conducteurs. Donc, c'est un taux de rétention très élevé. Très, très élevé. On aime ça. Donc, je continue ici. En plus, on vous met un code ici de Semi-Analysis, qui était un site de référence, dont on en parle beaucoup ces temps-ci. Mais voilà, dans ce domaine d'activité-là. Et encore, ça, ce n'est qu'une partie ici de ce qui est public. Parce que le LLM, donc, quand vous posez une question à l'IA, en fait, l'IA, tout ce qu'il fait, c'est qu'il va sur Internet chercher la première réponse qu'il trouve et il vous la balance. C'est pour ça qu'il faut lui mettre des barrières. Fais ça, ne fais pas ça, va ici. Si je te pose ce type de questions, vérifie ici, croise avec ceci et donne-moi une réponse. Oui, on ne va pas juste dire est-ce que TSMC a un avantage concurrentiel? Non, c'est la mauvaise façon. Enfin, c'est pas la bonne façon de faire. Parce que si vous avez trouvé, s'il va sur Internet et qu'il va sur un blog d'un kidam qui n'y connaît rien dans le secteur activité, mais qui a quand même fait, disons, qui a parlé de l'avantage concurrentiel ici de la compagnie, il va vous balancer cela, il vous dira peut-être ici que bon, la compagnie ici, elle a un avantage concurrentiel qu'on va peut-être appeler, je ne sais pas moi, comment on appelle ça, disons, l'envergure. Je prends un exemple tout bête. Mais c'est quoi l'envergure? Est-ce que ça rentre même dans la codification de ce qu'on appelle un avantage concurrentiel? Parce que je te rappelle toujours une chose. L'avantage concurrentiel, ça commence d'abord par tout ce qui concerne les 5 forces de porteurs. Que ce soit les barrières à l'entrée, la rivalité entre les concurrents, etc. En fait, c'est ça, en fait. Si vous voulez mieux comprendre l'avantage concurrentiel, il faut travailler, il faut lire ce livre-là d'ailleurs. Bon, lisez la version un tout petit peu réduite. Donc, je pense Understanding Michael Porter, un truc comme ça. Bref, je pense que je l'avais partagé dans le groupe School, si ma mémoire est bonne dans tous les cas de figure. Donc, je reviens ici au niveau du switching cost. Je suis plutôt d'accord parce que oui, mon rôle également, c'est d'être d'accord ou pas du tout. OK? Et vous n'allez pas juste être d'accord comme ça de nowhere. Il faut comprendre ce que l'entreprise fait parce que c'est la première question qu'on pose même d'ailleurs. Donc avant même d'arriver sur l'avantage concurrentiel, de cette façon, vous le verrez ici vendredi avec le workflow qu'on va utiliser. Ensuite, on passe à un intangible asset comme second mot. Et également, il est en croissance. Il est large. Pourquoi? TSMC dispose d'une avance exclusive sur la lithographie à ultraviolet extrême et la production en volume des nœuds technologiques les plus denses. Attention, ce n'est pas elle qui a la technologie. Vous savez que TSMC, c'est un client d'ASML, ok, mais elle dispose de cette technologie. Enfin, elle dispose ici d'une base installée très élevée, qui sera difficilement réplicable à court terme pour les autres. Je pense que vous avez écouté les conférences call ici d'ASML. De quoi on parle? On a presque déjà vendu la production de 2027. Hein. D'accord? Donc, si vous voulez manger sur la même table, il faut à peu près, s'ils ont commandé 100 appareils, toi aujourd'hui, si tu commandes la même centaine d'appareils, peut-être que tu vas te faire livrer en 2030 ou bien en 2028. Entre-temps,
elle fait du cash. Et entre-temps, ce cash-là, elle le recycle et elle fait encore de nouvelles commandes. Ce qui fait que quand tu vas commander quand tes 100 premières machines vont arriver, elle aura déjà encore passé une commande pour 100 machines supplémentaires pour augmenter sa production, etc. Bref, et les clients vont avoir tendance à choisir celui qui va nous permettre ici de générer le maximum de volume ici, donc faire du business avec la même entité. OK, que de faire, fais-moi 100, produis-moi 100 puces, produis-moi 50 puces, et tout simplement parce que les capacités sont réduites. De toute façon, c'est comme ça que moi, je vois les choses par rapport à cette partie intangible. Donc, ces actifs intangibles et secrets de fabrication opérationnelle confèrent à TSMC un pouvoir de négociation tarifaire exceptionnel face aux géants de la technologie, car l'entreprise est la seule capable de fournir les volumes requis pour soutenir la demande mondiale d'accélérateurs d'intelligence artificielle. Alors, cette partie, je vais m'arrêter quelques instants. En fait, cet intangible-ci, c'est surtout le savoir-faire. Ça fait des années qu'ils le font. Et ça fait des années qu'ils le font bien. Ça, c'est différent. Si vous avez écouté le PDG ici de TSMC, quand il mentionnait que quand les États-Unis ont commencé à dire que non, il faut produire les puces sur le territoire américain, etc., on vous accorde des incitatifs, il a mentionné que oui, on peut le faire sur le territoire américain. Mais le problème, c'est que en termes de est-ce qu'on aura le même rendement qu'à Taïwan? Ben, vous allez me dire, mais pourquoi? C'est juste une usine qu'on construit, etc. Mais attention, Taïwan, les gars, ils font ça depuis très longtemps. Il y a surtout un personnel très qualifié. Attention. Aux États-Unis, je ne dis pas qu'il ne peut pas être qualifié ou bien il n'est pas qualifié, mais ça pourrait également la formation, etc., les ajustements. Donc, c'est quelque chose de très particulier. Peut-être qu'également, ils ont un savoir-faire pour accélérer cet élément-là. Mais il ne faut pas souvent négliger ce type de voilà. Ça peut être une information pour vous qui est négligeable, mais pour moi, c'est important. La main-d'œuvre, la qualification de la main-d'œuvre est très importante ici. Et voilà. TSMC ayant l'habitude de faire cela à grande échelle, elle a peut-être ici des process qui lui sont propres de manière générale. OK? Donc, c'est un intangible, il est là, parfait. Ensuite, l'effet de réseau. L'effet de réseau ici, il est présent, mais il est plutôt petit. D'accord, mais plutôt stable. Quoique, quand je dis je vous, c'est pas trop la partie ici qui m'intéresse. C'est d'abord de vérifier qu'il est présent. Et s'il est présent, c'est le pourquoi qui m'intéresse. Maintenant, le jugement de valeur, c'est moi qui le fais. Soit je constate qu'il est stable, parce que j'ai un prompt pour la stabilité, avec d'autres questions supplémentaires ici. Et voilà, maintenant, à partir de la stabilité ici, ou bien si c'est en croissance, en décroissance, etc., Narrow, c'est moi qui vais l'accorder ou pas du tout, dépendamment de ce que je connais de cette activité-là. D'accord? Donc, ça passe toujours par la connaissance du business, la connaissance même de l'industrie dans laquelle cette compagnie exerce. Parce que c'est un tout. Encore une fois. C'est pour ça que j'ai pris la peine ici de commencer à faire certaines vidéos uniquement pour parler de l'avantage concurrentiel. Parce que, comme je l'ai dit, si vous voulez être un bon investisseur, étudiez les avantages concurrentiels. C'est votre clé, c'est votre avantage. Enfin, étudier c'est quoi un avantage concurrentiel, comment est-ce qu'il fonctionne, comment est-ce qu'il est mis en pratique, dans quelle industrie on peut retrouver tel ou tel type d'avantage concurrentiel. Et quand vous lisez les entreprises, sur les entreprises en particulier, vous savez déjà que, boum, pharmaceutique, l'avantage concurrentiel majeur, ça sera d'abord l'intangible, ensuite, comment on appelle ça? Vous avez l'intangible, en majoritairement, ça sera plutôt l'intangible, on va le dire comme ça, et les coûts de production. Mais attention, coûts de production, c'est juste l'envergure, tout le monde peut l'avoir parmi les big pharma. OK? Mais c'est l'intangible l'élément le plus important. Comment est-ce qu'on l'identifie? Quel type de questions on va poser pour l'identifier avec certitude? Bon, vous allez me dire, voilà. Vous allez me dire, on demande juste le nombre de médicaments, etc. Oui, c'est un peu plus profond que ça, mais bref, on n'est pas là par rapport à ça. Donc, revenons sur TSMC. TSMC bénéficie d'un effet de réseau indirect robuste par le biais de son écosystème ouvert. À mesure que la part de marché de TSMC augmente, les développeurs tiers d'IP comme ARM et des outils de CAO électroniques comme Synopsys et Cadence concentrent en priorité leurs ressources d'optimisation sur les processus de TSMC. Cela réduit les risques de conception pour les clients industriels de TSMC. Cet effet de réseau reste toutefois indirect et qualifié de restreint car les clients finaux n'échangent pas de valeur directement entre eux via l'infrastructure physique du fondeur. Donc, encore une fois, comme je l'ai dit, TSMC travaille en main dans la main avec Cadence. Et pourquoi est-ce qu'il travaille main dans la main? Parce que TSMC, techniquement, c'est lui qui a la plus grosse part de marché. C'est elle qui a la plus grosse part de marché. Donc, si tu ne travailles pas avec elle, voilà, techniquement, ton logiciel n'aura peut-être pas d'importance pour un client qui fait affaire avec TSMC. OK?
Donc, je continue ici. Low cost production qui est selon moi, disons même le plus important. Voilà, je pourrais même mettre, enfin, le plus important, l'un des plus importants. Grâce à ces volumes de production colossaux et à l'amortissement rapide de ces usines, donc les gigafabs, quand on dit amortissement, ça veut dire que les usines sont rapidement, le retour sur investissement est assez rapide ici. Okay. Donc TSMC produit à un coût unitaire largement inférieur à celui de l'industrie. Sa maîtrise opérationnelle lui permet d'atteindre des taux de rendement, le fameux yield qu'on a tendance à négliger. Dans ce domaine, c'est tout un jargon particulier. Donc quand on dit ici, lui permet d'atteindre ici des taux de rendement matures sur les nœuds avancés estimés à plus de 80%, donc qui est extraordinaire. Là où ses concurrents luttent sous les 60%, garantissant ainsi des marges financières hors normes. D'accord? Et si vous avez déjà vu à quoi ressemblent ces usines-là, vous allez mieux comprendre. Donc, ici, c'est la clé du mot. Quelqu'un qui va aller plus en profondeur sur TSMC doit travailler ceci en particulier. C'est d'abord ça qu'il faut comprendre. Donc, il y a un ensemble de questions à poser ici. Ici, on a juste l'information. Ici, ça existe. Il est présent. Et voilà. Ensuite, en termes de contre-positionnement, on va se dire ici que, bon, le contre-positionnement ici, ça veut dire quoi? C'est un mot que vous allez retrouver dans le livre Seven Powers. Excellent livre d'ailleurs. Parce qu'à la base, de manière théorique, il y a 5 types de modes. OK? Vous avez l'avantage des coûts, low cost production. Vous avez le network effect. Vous avez le intangible asset. Vous avez le switching cost. Et il y a un cinquième qu'on appelle le economic of scale, économie d'échelle. Mais cet intangible, ce mot-là, économie d'échelle, en fait, il revient à un seul élément, les coûts. L'envergure, quand tu es assez grand ici, tu peux dégager des économies d'échelle, ce qui te permet de baisser les coûts et de proposer ici un produit générique, une commodité à un prix extrêmement bas. Donc, on revient encore à quoi? Au coût, au low cost, à la production à bas coût. Très souvent, vous allez retrouver ce mot-là dans les compagnies, dans la grande distribution, parce que la taille est très importante. Et je vous ai toujours dit que dans la grande distribution, les entreprises ont tendance à avoir un BFR négatif. Elles ont tendance ici à payer à ne pas payer pour l'inventaire. Donc, pourquoi? Parce elles sont très grosses. Et très souvent, Coca-Cola peut t'envoyer 1000 caisses comme ça. Bon, 1000 caisses, c'est rien du tout. Et tu payes dans, disons, 49 jours ou bien 59 jours. C'est du financement gratuit. C'est zéro. Tu m'envoies une commande pour 1 million, je vends la commande, je récupère mon bénéfice et je te paye 1 million. Comme ça, et tu ne peux que proposer ça à tes meilleurs clients. C'est pour ça que quand vous regardez ici, par exemple, on a souvent une tendance ici à regarder le current asset, etc. Non, comment on appelle ça? Le working capital, s'il est négatif, s'il est inférieur à 1, ce n'est pas bon, machin truc. Ce sont des foutaises dépendamment des industries. C'est pour ça que je vous dis toujours, je ne sais pas, mais chaque entreprise est différente, chaque industrie est différente. Donc, c'est un avantage quand moi je regarde une entreprise dans le domaine de la grande distribution, dès le moment où je remarque ici qu'elle a un working capital négatif, j'aime ça. C'est un bon point. OK, bon, revenons ici. Donc, ça dit que le low cost, le economic of scale va plutôt être généralement un low cost production déguisé. Donc, on le met ensemble ici une fois. J'ai plus du temps également. Et maintenant, le contre-positionnement, c'est quelque chose de très différent. Le contre-positionnement, c'est de faire quelque chose de différent dans une industrie en particulier. Donc, de faire les choses différemment. Quand Amazon est arrivé dans le segment de la vente, dans le commerce de détail, techniquement, il faisait quelque chose de différent. Quand Netflix est arrivé avec le streaming, techniquement, il faisait quelque chose de différent. Mais ça, c'est un mot qui est généralement temporaire. Dans le sens où, à un moment donné, ce que vous faisiez, ce que vous faisiez de manière différente, ici, va devenir la norme. C'est comme les SaaS. Avec le SaaS, c'est Salesforce. Oui, c'est Salesforce c'est la première compagnie à le faire. Depuis ses débuts, Salesforce a commencé à lancer le modèle de SaaS depuis les débuts. Alors que, toutes les autres compagnies de logiciels, une fois qu'ils ont vu que ça fonctionnait et qu'il y avait la récurrence était élevée, les marges étaient élevées, tout le monde a switché. Ce qui veut dire que ce n'est plus aujourd'hui un avantage concurrentiel, même de manière générale. Donc, mais c'est intéressant de voir qu'il y a un contre-positionnement. Donc ici, depuis sa fondation en 1987, applique un modèle strict de fonderie pure. Ils ne font que ça. Elle, ce n'est pas la seule fonderie ici. Hein. Attention, elle s'engage à ne jamais concevoir ses propres puces pour ne jamais entrer en concurrence avec ses clients. Et je vous ai dit ici que ça, c'est le problème d'Intel. C'est le problème d'Intel. Parce que Intel est en concurrence frontale avec Nvidia. Elle est en concurrence avec
comment elle appelle encore cette compagnie-là, avec AMD. Vous pensez réellement que moi, je veux aller demander à mon concurrent de faire mes puces? C'est un peu bizarre, n'est-ce pas? Et donc, c'est peut-être ça le problème. Et c'est pour ça que je dis toujours que Intel, si elle veut mieux performer, elle doit devenir une faiblesse. Oui. Sinon, elle continue à produire ses propres puces ici. Et je pense, mais qu'à la longue, c'est ce qui va se passer. Ils vont avoir tendance à se séparer et Intel va devenir comme un Nvidia ici, donc une faiblesse. Mais les actionnaires d'Intel actuellement vont avoir tendance à bénéficier de la partie fondée. De toute façon, ça a toujours été ma thèse depuis très longtemps. Et vu que le gouvernement américain va favoriser un champion national ici, parce que ces deux pays, Taïwan, c'est la Chine. OK? Les États-Unis et la Chine sont en guerre froide entre elles là-bas. Donc, les choses peuvent changer très, très rapidement. C'est pour ça qu'il y a toujours un risque à ce niveau-là par rapport à TSMC. Mais comme je le dis, si on revient ici à la fonderie pure ici, TSMC a cet avantage-là de ne pas fabriquer ses propres puces. Donc, elle n'est pas en concurrence avec ses clients. Le niveau de confiance augmente. Donc, ce positionnement unique empêche les fabricants intégrés, donc les IDM comme Intel ou Samsung, d'imiter efficacement TSMC. Si ces IDM veulent capter les volumes d'Apple ou de Nvidia, ils se heurtent à un conflit d'intérêts structurel immédiat. Les clients refusant de partager leur propriété intellectuelle exclusive avec un concurrent direct de puces. Ça est logique ou ce n'est pas logique? Donc, copier TSMC exigerait de ces géants-là qu'ils scindent ou suppriment leur propre division de conception, ce qui infligerait des pertes financières majeures à court terme. Bref, je suis plutôt d'accord avec ce mot-là, mais je sais qu'il est plutôt temporaire ici. Pour moi, ça sera quelque chose... la véritable clé dans TSMC, c'est les coûts de production bas. Le switching cost, il peut être présent. L'intangible également, il peut être présent, mais c'est surtout le low-cost production, le savoir-faire, c'est la partie sur laquelle il faut absolument travailler. C'est celle-là même qui permet à cette compagnie de continuer de continuer à proposer ici des prix attractifs. Oui, ce sont des usines. Les usines, ce sont des coûts. OK? Et on peut avoir des coûts bas parce qu'on est efficace. Et on est efficace pourquoi? Parce qu'on a un savoir-faire qui va se retrouver au niveau des intangibles. Pour le moment, ici, les clients ont peut-être... Le switching cost va peut-être être élevé par rapport à la période actuelle, mais ce n'est pas quelque chose qui pourra avoir tendance à perdurer pour les siècles et des siècles. OK? Donc, faites très attention par rapport à ça. Mais bien évidemment, comme d'habitude ici, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses à dire sur l'avantage concurrentiel. Alors, bien évidemment, quand on parle d'avantage concurrentiel, il faut parler de risque. La concentration géographique est un risque géopolitique. Malgré des investissements massifs hors de Taïwan ici, près de 100 milliards de dollars supplémentaires annoncés pour les usines en Arizona, la quasi-totalité de l'ingénierie avancée et les infrastructures clés de conditionnement restent centralisées dans un espace géographique sensible. Et on a souvent tendance à négliger cette partie. En fait, le domaine des semi-conducteurs est vaste. Mais plus j'étudie ce domaine-là, plus je me rends compte qu'il y a tellement de choses à apprendre que parfois je me dis, est-ce que ça vaut même la peine même d'investir dans ce type d'entreprise? J'aime garder les choses très simples. J'aime quand le business est simple à comprendre, facile, etc. Mais bon, c'est passionnant également. Et voilà, il faut regarder à peu près quel est l'élément le plus important. Moi, quand je regarde du TSMC, ce sont les coûts de production qui m'intéressent. Et pour parler de coûts de production, il faut regarder les éléments qui influencent ces coûts-là. Bim badaboum. OK? Je vous ai toujours dit qu'on analyse une compagnie par rapport à ses fournisseurs. Les fournisseurs, ce sont les coûts. Par rapport à ses clients, par rapport à ses concurrents, par rapport à elle-même. C'est 4 dimensions. 4 dimensions. Donc, on dit ici que ces différents éléments restent centralisés dans un espace géographique sensible exposant la chaîne de valeur à une rupture totale en cas d'escalade géographique. Donc, les compétiteurs ici, vous avez Samsung et Intel tentent de restructurer leurs activités de fonderie. Intel poursuit son modèle IDM 2.0, mais les retards technologiques et des rendements opérationnels insuffisants pénalisant durablement ces initiatives face à un monopole technique de TSMC sur le segment de l'IA. Sur le segment de l'IA, on précisait très très bien. Donc, globalement ici, Morningstar également, qui est la référence dans ce domaine, dit ceci: cette étude indépendante valide le diagnostic de rempart concurrentiel large, je n'aime pas ce terme rempart, mais bon, émis par Morningstar. Néanmoins, l'accélération brutale des dépenses d'investissement annoncées en 2026 et le niveau des marges d'exploitation de 60,3% constaté au deuxième trimestre 2026 justifie l'évaluation d'une trajectoire en cours d'élargissement creusant de faire un écart que ces rivaux ne peuvent pas combler. Ça m'a pris 3 secondes pour apprécier l'avantage concurrentiel. J'ai bien dit apprécier.
Je prends les différents éléments et je suis d'accord ou pas du tout. Et je suis globalement d'accord avec ce qu'on mentionne ici. Bref, on est tous d'accord que cette compagnie a un avantage concurrentiel. Pourquoi? On sait également pourquoi. On a également les preuves par rapport à ça. Maintenant, est-ce que ça se voit au niveau des chiffres? Et pour ça, on fait simple. TSM, Taiwan Semiconductor. Voilà. Et en plus, il a déjà intégré les résultats financiers du deuxième trimestre. Donc, on vient sur TSMC. On fait le tour d'horizon et croissance des revenus. Vous connaissez la chanson. Marge brute, est-ce qu'elle est stable ou croissante? Ça reste un business cyclique, ne l'oubliez pas. Mais vous pouvez voir ici que le cycle ne se voit même pas trop ici. Bon, on peut plus le constater au niveau des marges brutes ici, mais au niveau des volumes, c'est plutôt stable. OK? Donc, si je vous donne ce graphique, si je vous dis, est-ce que cette compagnie est cyclique? Vous allez me dire non. Parce que ça ne se voit pas ici, littéralement au niveau des chiffres. Mais tout simplement parce qu'il y a une croissance structurelle, donc séculaire ici, très élevée dans ce domaine. OK? Et quand on est leader de très très loin par rapport aux autres, c'est normal qu'on ait à peu près ce type de chiffres-là. Donc, marge brute, très intéressante ici. Et les marges brutes sont en croissance. C'est pour ça que je dis toujours, quand vous regardez une entreprise, les marges d'aujourd'hui, on n'est pas certain de les avoir demain. On peut en avoir plus ou bien moins. Le plus important, c'est de savoir quel est l'avantage concurrentiel. Une fois que vous avez identifié l'avantage concurrentiel, s'il est large, vous pouvez mettre un nom dessus. Vous savez comment il fonctionne. En fait, vous pouvez extrapoler les marges. Vous pouvez savoir s'il y a de grandes chances ici que l'entreprise augmente les prix sans perdre ses clients. Donc, après également, il y a des preuves, etc. Marge EBITDA, il faut que ça suive. Et vous voyez que les marges EBITDA suivent la même tendance. Incroyable. Mais ici, je constate que les marges EBITDA sont plus élevées que les marges brutes. Donc, il faut faire attention à partir de ces niveaux-ci. Ça, c'est le problème de l'agrégateur. Hein. Ce n'est pas forcément mauvais ou quoi que ce soit. De toute façon, moi, je suis là pour la tendance. Que ce soit si c'est inversé ou pas, ce n'est pas mon problème. L'essentiel, c'est vraiment la tendance. Et la vérification finale ici va avoir lieu dans les rapports, dans les rapports officiels, les rapports financiers officiels, tout ce que je fais. Je prends peut-être les 10 dernières années ici des rapports annuels ici, ou bien je vais sur un autre agrégateur qui peut être Zone Bourse, ou bien je vais sur Yahoo Finance, etc. OK? Donc, ne vous dites pas ici, oui, mais c'est quoi le vrai chiffre, etc. Et c'est dans les rapports annuels. Donc, de toutes les façons, je constate la tendance ici. En supplément de ça, je peux utiliser l'EBIT, pourquoi pas, qui reste un proxy. Donc, un EBIT margin également en croissance. Et c'est tout ce qui m'intéresse. Cash flow, free cash flow, margin, enfin, free cash flow de point de vue volume, est également en croissance. Et quand on le compare ici au net income, on les met sur le même graphique, on constate que les free cash flow sont moins élevés que les net income. Je me souviens d'un live il y a quelques années. Je sais pas. Bref, quelqu'un me mentionnait que ouais, mais TSMC n'est pas une belle entreprise parce que elle dépense énormément en free cash flow. Elle dépense énormément. Ses free cash flow sont très peu élevés par rapport à ses net income. Elle dépense trop en capex, etc. Je lui ai dit mais arrête de réfléchir comme comme un débutant. En réalité, il faut flex comme un businessman. Si tu es à la place de TSMC, tu es dans une industrie où tu es leader de très très loin et où tu veux maintenir ta place de leader. Et tu sais littéralement ici que tes clients vont faire affaire avec toi si tu peux livrer les puces les plus avancées possibles. Et si tu le fais, tu peux charger le prix le plus élevé possible. Et tôt ou tard, on va atteindre un plateau dans ce domaine. Parce que là, on est en pleine croissance. Tu vas faire quoi? Tu vas investir dans ton infrastructure ou bien tu vas d'abord profiter des free cash flow en date d'aujourd'hui? Ton business, comment on appelle ça? Ton objectif principal ici, c'est de t'auto-financer. OK? Donc, comme vous voyez, le CAPEX est certes très élevé, mais dans 20 ans, ça sera peut-être différent. Ce n'est pas forcément un problème. Parce que si TSMC veut juste... Parce qu'il y a le CAPEX de croissance et le CAPEX de maintenance. Quelle est la différence entre les deux? Quel est le CAPEX de maintenance ici? Et si vous ajustez ça, vous allez vous rendre compte qu'elle peut rapporter à peu près le même niveau le net income peut être que des free cash flow demain, à 100%. C'est sûr et certain. Mais pour maintenir son avance technologique, elle va continuer à investir ici. Et c'est une bonne chose. Donc maintenant, c'est également une entreprise qui ne doit pas être endettée. Elle est très bien gérée, n'est pas endettée, etc. Donc vous voyez ici que comment on appelle ça? Vous avez ici des net income très élevés. Et quand on regarde les marges ici, les marges de net income sont également élevées. 46%, les amis. Incroyable. Donc, le mot en question se voit ici. Et vous savez pourquoi est-ce qu'il se voit ici. Vous avez déjà mis un nom sur le mot. Vous savez à peu près comment est-ce qu'il fonctionne. Donc, combien de fois les bénéfices vous allez payer pour ce genre d'entreprise? Comme je l'ai dit, hein,
c'est un business qui reste cyclique. C'est un business qui reste cyclique. D'aucuns voudraient qu'on paye 25 fois les bénéfices sur cette compagnie, etc. Elle pourrait mériter, parce que le business, le sous-jacent est en croissance de manière globale. Mais moi, je reste toujours prudent. Je vais mettre 15 fois les cash flows. Oui. Entre 10 et 15 fois les cash flows. 10 fois, c'est vraiment prudent de prudent. Donc, ça vous donne à peu près $330. $330 par rapport aux attentes de 2028. Comme vous pouvez le voir ici, les attentes de 2028, est-ce qu'elles sont de plus en plus élevées? Par rapport à il y a 6 mois, en 2028, c'est nouvellement, voilà, ça vient juste de sortir ici. Si on prend ici les attentes de 2027, il y a un an, quand on faisait une vidéo, il y a un an, je pense que la dernière vidéo qu'on a fait ici, pour 2028, on s'attendait à $17,78. 2027, $17,78. Un an plus tard, c'est plutôt 25. $26,10. Pour 2026, on s'attendait à combien? $16,25. Ça, on était encore en 2025. Hein. Aujourd'hui, c'est $20. Rien n'exclut ici que d'ici la fin de l'année, que ça monte à 22, 24, 25, 26. Parce que vous avez déjà l'information privilégiée, la demande, elle est là. Les hyperscalers continuent à dépenser. Et je vous ai dit ici que l'IA et tout le reste, c'est quand vous allez commencer à voir les IPO, la dette augmenter de plus en plus, qu'il va peut-être falloir faire attention. Mais également, les petits porteurs, surtout si on va en Corée, ici, ils ont tendance ici à commencer à s'endetter pour acheter du SKNX, etc. Parce qu'eux, ils pensent que, voilà, je vais m'enrichir très rapidement ici, etc. Ça va durer jusqu'à la fin des temps. C'est questionnable. Je vous renvoie encore sur le livre que j'avais mentionné dans le groupe School. Lisez-le. Je ne sais pas ce que vous attendez. Il faut le lire. TSMC, c'est une très belle entreprise. Dans la chaîne de valeur ici de tout ce qui concerne les semi-conducteurs, c'est une entreprise très appréciée. Il y a également les EDA qui sont très intéressantes ici. Vous avez ASML. Vous avez également les vendeurs d'équipements. Et surtout, ASML, c'est un vendeur d'équipements ici, mais surtout les vendeurs d'équipements qui ont la partie maintenance ou bien la partie service, parce que c'est ça le vrai business. En tout cas, en date d'aujourd'hui, vous constatez que bon, le marché est de plus en plus optimiste. On aime ça. Est-ce que le business est prévisible ici du point de vue cash flow? Les années sont tendance à faire de bonnes prévisions et ça augmente de plus en plus. On aime ça. OK? 15 fois les cash flows, c'est vraiment optimisme prolongé. Donc, je mets ici $490. Oui, on va rester sur le moment. Mais globalement, ici, tu payes le prix, toi qui t'arrange, celui qui te permet de bien dormir la nuit. Mais sur cette compagnie, il faut travailler sur la croissance. Si je l'achète au prix actuel, c'est tout simplement parce que je pense que la croissance va être plus élevée sur les 10-15 prochaines années. Quand je dis plus élevé, ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas des ralentissements comme c'était en 2022. Ça va arriver. Et très souvent, quand il y a ralentissement, techniquement, le prix baisse avant le pic. Ah oui, ne pensez pas que vous allez voir le ralentissement venir. Il commence à baisser avant le pic. Il y a des signaux. Comment on appelle ça? Oh là là, j'oublie le terme exact ici. Mais il y a des éléments qui peuvent déjà vous donner une information en avance, comme par exemple ici l'inventaire au niveau des clients finaux, ce genre d'éléments-là. Ah oui, c'est toute une école, les amis. TSMC, bon, j'ai assez parlé. Il y a beaucoup de choses que je peux raconter sur cet élément, sur cette compagnie, sur ce secteur d'activité. Bref, on va faire simple. Hein. Je vais mettre ici sur $490. Et ça, je prends 15 fois et c'est clairement optimiste ici. D'habitude, je prends 10 ici. Donc, ça va osciller entre 10 et 15. Et si vous pouvez également couper la poire en deux et prendre 12,5. OK? 12,5, c'est 15 fois les bénéfices, 15 fois les cash flows, plus 10 fois les cash flows divisé par 2. Si vous n'arrivez pas à choisir entre les deux. De toutes les façons, ce n'est pas trop le choix qui est important ici. C'est surtout de se poser la question de savoir est-ce que TSMC a les capacités de générer le même niveau de bénéfices net au minimum sur les années à venir et au-delà. Si la réponse, et pour répondre à cette question, vous devez comprendre dans quelle industrie elle exerce, quel est son positionnement, pourquoi est-ce que les autres n'arrivent pas à la rattraper, qu'est-ce qu'ils font moins bien que TSMC, qu'est-ce que TSMC fait mieux qu'elle. Et à partir de là, vous appliquez votre jugement. Elle n'est pas belle la vie, mais on ne vient pas. Les prompts nous permettent d'avancer rapidement, mais également d'approfondir le questionnement. Et s'ils sont bien structurés, vous êtes très bien positionné ici pour faire le moins d'erreurs possible. J'aime bien parler comme ça, le moins d'erreurs possible, parce qu'il n'y a pas de magie dans ce domaine-là. C'est le travail qui continue à compter. OK, donc je mettrai ici en target price $490. Donc pour moi, ça reste c'était intéressant déjà il y a un an. Je pense qu'il y a un an, j'avais mentionné ici. Enfin, après, on s'en fout de ce que je mentionne. Allez vous-même regarder ça. Je pense que j'ai toujours été positif sur cette compagnie. Même si, de manière générale, c'est pas
toujours en termes de pondération, il faut faire attention avec ce type d'entreprise. Je ne prends pas en considération la dette ici. J'ai été assez gentil au niveau de la valorisation. Dans tous les cas de figure, tout ce que ça veut dire, c'est que est-ce que TSMC mérite d'avoir un prix une place dans ma watchlist? La réponse est oui. OK? Quel est mon target price? Donc, quel est le prix à partir duquel je pourrais être intéressé, en dessous duquel je pourrais être intéressé par cette compagnie? Et voilà le prix en dessous duquel je pourrais être intéressé par cette compagnie. Point à la ligne. Maintenant, elle a eu de bons résultats, etc. Mais le marché, avant l'ouverture, fait moins 3%, etc. Bon, ça, c'est plutôt son problème ici. C'est pas trop le mien. OK? Mais les attentes sont plutôt positives. Après, il faudrait écouter les conférences call. Il ne faut pas que je m'avance même très rapidement ici, mais je serais surpris d'entendre quelque chose, un avis différent ici dans les conférences call. 490, c'est quoi 480? Donnez-moi juste un instant. Ouais, $490. OK. Donc, $490. Voilà, je mets ça ici. Bim, badaboum. Je mets la date d'aujourd'hui. Bim, badaboum. Et je mets le X15 OCF de 2028, qui pourrait peut-être avoir tendance à changer après la publication des résultats, etc. Donc, dans tous les cas de figure, ici, on est d'accord que TSMC reste une entreprise intéressante. OK? Et maintenant, on sait pourquoi est-ce qu'elle est intéressante, on sait pourquoi il y a de grandes chances qu'elle reste à ce niveau-là, en tout cas en termes de leadership pour les années à venir. Tant que les autres compagnies ne deviennent pas des faiblesses, pour moi, je ne vais pas les considérer comme des concurrents viables à long terme. Ce sera plutôt des concurrents, on aura plutôt des concurrents ponctuels par rapport à une certaine période ici. Donc, si Intel spin-off, là, peut-être que ça pourrait commencer à être intéressant. Il faut aller plus loin que ça. Okay? Il faut cogiter, les amis. C'est ce qui vous permet ici de savoir si je continue à rajouter à ma position ou pas du tout, parce que vous voyez à peu près où est-ce que se trouve la concurrence. Et pour avoir une idée sur la concurrence, vous devez comprendre comment est-ce que l'industrie fonctionne. Malheureusement, ce n'est pas un prompt que je vais utiliser ici parce qu'il est assez long. Il est uniquement dans la bibliothèque de prompt premium. De toutes les façons, on en parlera dans d'autres lives ici. Et je rappelle ici, vendredi, venez voir comment est-ce qu'on bâtit une thèse d'investissement uniquement en se basant sur la bibliothèque de prompt de base. Cette bibliothèque de prompt vous permet de gagner énormément de temps et je pense que tous parmi vous, vous êtes des particuliers, donc vous n'avez pas assez de temps pour analyser vos propres entreprises. Donc déjà, éliminer rapidement, c'est un très, très gros avantage. Donc, ne me croyez pas sur parole, venez vous-même voir, poser les questions et au sorti de là, vous saurez à peu près si c'est intéressant ou pas du tout. Entre-temps, ici, en attendant, vous avez déjà la première version ici. On en a fait une la semaine passée. Et vous avez ici la vidéo en question dans le groupe. Bref, on se donne rendez-vous sur les autres vidéos. Moi, j'aime bien cette compagnie. Laissez-moi savoir en commentaire, dépendamment de ces mots-là, lequel, selon vous, est le plus solide, sur quelle partie vous n'êtes plutôt pas d'accord ou bien ces éléments. On brainstorm, on parle. L'essentiel ici, c'est d'avancer en termes de connaissances, de mieux savoir à peu près comment est-ce que cette compagnie-là fonctionne en profondeur. Bref, excusez-moi d'avoir été aussi long, mais il y a beaucoup de choses à dire dans ce secteur d'activité-là et je ne sais pas retenir l'information. On se donne rendez-vous sur les prochaines vidéos et merci à tous ceux qui vont nous rejoindre ici pour le live de demain, 20h, heure de Paris. Merci. Dans le groupe School, je précise.